Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la seule émission qui revient semaine après semaine sur cette politique américaine complètement folle. Et chaque semaine, on se pose la même question. Va-t-on avoir assez de sujets pour réussir à vous intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique? Et chaque semaine, on arrive à la même conclusion. On pourrait même faire cette émission tous les jours, tellement le président américain est hyperactif. Dans quelques instants, on passera à l'analyse. Mais avant ça, comme tous les vendredis, je vais ouvrir cette émission avec les 3 actualités qui m'ont marqué cette semaine aux États-Unis. Et la première, évidemment, c'est ce discours complètement lunaire du président américain à l'ONU, un one-man show d'1 heure durant lequel Donald Trump s'est présenté au monde pour se lancer des fleurs. J'ai le meilleur bilan économique, j'ai réglé 7 guerres, mais moi je sais comment le monde doit fonctionner et vous devez absolument m'écouter. Donald Trump a ensuite réglé ses comptes avec l'ONU, tout d'abord, avec l'Europe ensuite, et puis aussi avec notre planète en parlant du changement climatique comme d'une escroquerie verte. Rien que ça. Autre actualité qui m'a marqué, c'est le changement de ton et d'attitude de Donald Trump sur le dossier russo-ukrainien. Un coup, Zelensky est une fraude et Poutine est magnifique. Vous vous souvenez d'ailleurs de cette image, cette humiliation en bonne et due forme dans le bureau ovale. Et là, cette semaine, Zelensky est incroyable. Zelensky est courageux et Poutine est une déception. D'ailleurs, l'Ukraine pourrait récupérer des territoires tellement la Russie est en mauvaise posture. Un tigre de papier dont l'économie est en train de flancher. C'est comme ça que Donald Trump en parle. Et avant de passer à l'actualité suivante, hier, il recevait Recep Tayyip Erdogan et il a parlé des élections, mais à sa manière. Regardez, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Rigged election, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends. Ouais, c'est complètement fou, comme souvent avec l'Amérique d'aujourd'hui. Et enfin, il y a eu un retour. Un grand retour cette semaine, celui de Jimmy Kimmel. Tout d'abord, Trump a dit qu'il n'était pas responsable de sa déprogrammation, mais à partir du moment où le Late Show fait son grand retour, eh bien, le président pète les plombs et n'en revienne pas que ABC ait rendu son boulot à Jimmy Kimmel. On essaiera de comprendre tout à l'heure tout ce qui s'est passé. Planète Trump, c'est tous les vendredis à 22h sur LN24 et ça commence tout de suite. Et depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque action du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier et notamment sur vous qui nous regardez. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour revenir sur toutes ces actualités liées aux actions du président Trump. Et si cette émission est de qualité, ce n'est pas parce que j'y suis ou parce que le président américain nous offre des sujets chaque semaine, mais bien pour la qualité d'analyse. Et pour m'accompagner ce soir, l'équipe type en quelque sorte. Bonsoir Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Jim. Toujours un plaisir de vous retrouver. Stéphane, vous êtes bien sûr notre consultant pour les matières internationales et spécialiste des États-Unis. À vos côtés, bonsoir Nicolas Beigart. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur de communication politique à l'IEX, à l'ULB et à Sciences Po Paris. Merci à tous les deux de donner de votre temps pour nous aiguiller ce soir, pour aussi expliquer tout ce qui se passe à nos téléspectateurs. Et pour tenter justement de comprendre ce qu'il se passe aux États-Unis, rien de mieux que d'interroger notre journaliste qui s'y trouve. Place à notre vue des States. Et nous rejoignons notre correspondante Sarah Anderson depuis New York. Good evening Sarah, commençons par la plus grosse news de la semaine. C'était le grand retour du président américain à l'Assemblée générale de l'ONU. Donald Trump s'est exprimé mardi face aux leaders du monde entier. Que retenir de son discours, Sarah Anderson ? Oui, Donald Trump a encore fait du Donald Trump. Pendant près d'1 heure, le président américain a livré un discours à la tribune des Nations Unies, pulvérisant la limite de 15 minutes normalement imposée par l'organisation. Un discours hors format, plein de superlatifs, de provocations, mais aussi de vantardises. À ses yeux, c'est simple. Il aurait mis fin à 7 guerres en 7 mois, et ce sans le soutien de l'Organisation des Nations Unies, une organisation qu'il a qualifiée d'inefficace et de lente à réagir. Et ce n'est pas tout. Escalateur en panne, téléprompteur défectueux. Trump a même attaqué la logistique du bâtiment en affirmant que son entreprise immobilière aurait fait mieux avec, je cite, du marbre partout au sol. Et alors le message est clair, Donald Trump ne se pliera pas aux règles, y compris dans l'enceinte de l'ONU. Et sur le fond, 2 cibles principales, l'immigration et la transition énergétique. Le président américain accuse aussi les politiques écologiques mondiales de fragiliser l'économie globale.
À l'inverse, il a dressé un tableau très optimiste de la situation aux États-Unis. Inflation maîtrisée, salaire en hausse, croissance solide. L'Amérique vit un nouvel âge d'or selon le président américain. Et comme souvent, une phrase choc pour conclure. Quand on lit sur les casquettes que Trump avait raison sur tout, eh bien c'est vrai. Un discours qui a déclenché des applaudissements nourris côté israélien, notamment avec ses propos contre la reconnaissance d'un État palestinien, une reconnaissance qu'il a qualifiée de récompense au Hamas. Autre actualité, nous partons en direction Phoenix pour un adieu digne d'un grand spectacle d'une figure de la droite conservatrice. 2 semaines après la mort de Charlie Kirk, des milliers de partisans lui ont rendu hommage en scandant son nom et en brandissant drapeaux et pancartes. Pour ces gens-là, Sarah, Charlie Kirk restera celui que certains qualifient déjà de martyr de la liberté américaine ? Des prières, des hommages à Dieu Tout-Puissant. La droite américaine a célébré la mémoire de l'influenceur pro-Trump avec beaucoup de ferveur religieuse. Près de 65 000 personnes ont rempli le stade prévu pour cette cérémonie vers Phoenix, en Arizona. Et Donald Trump s'est lui aussi rendu à cet hommage. C'est un martyr, mort pour la liberté américaine, a lancé le président des États-Unis devant une foule habillée aux couleurs du drapeau américain. Et après 5 heures de cérémonie, Donald Trump a pris dans ses bras la veuve de Charlie Kirk qui l'avait précédé à la tribune. Dans un discours très solennel, empreint d'émotion, elle a dit pardonner le meurtrier de son mari, car pour elle, eh bien, la réponse à la haine n'est pas la haine. Et ces mots ont déclenché une ovation de plusieurs minutes. Et puis cette cérémonie a aussi été l'occasion pour Elon Musk et Donald Trump de retrouvailles publiques, 3 mois après leur rupture spectaculaire. Et pour terminer, Sarah, une affaire qui divise aux États-Unis. Le comédien et présentateur Jimmy Kimmel avait été déprogrammé de son Late Night Show après les propos sur Charlie Kirk, justement. Il a finalement repris sa place, un retour très suivi chez vous aux États-Unis, Sarah. Oui, Jimmy Kimmel est de retour et son comeback mardi soir a fait énormément de bruit ici aux États-Unis. Après une semaine de suspension qui avait enflammé le débat politique et médiatique aux États-Unis, eh bien l'humoriste est revenu à l'antenne avec un message clair. Il n'a pas l'intention de se taire et les téléspectateurs ont répondu présents. 6,2 millions de personnes ont regardé le Late Night Show ce soir-là, un record depuis plus de 10 ans pour l'émission diffusée sur ABC. La séquence d'ouverture très attendue a cumulé plus de 26 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et puis sur le plateau, eh bien, Jimmy Kimmel n'a pas lâché ses mots. Effectivement, selon lui, un gouvernement qui menace de faire taire un comédien que le président n'aime pas est anti-américain, a-t-il dénoncé. L'humoriste a aussi répondu aux critiques concernant ses propos sur la mort de Charlie Kirk. La voix tremblante, il a dit n'avoir jamais voulu minimiser le meurtre d'un jeune homme, a-t-il insisté. Mais malgré ce retour très suivi, eh bien, tout le pays n'a pas pu voir l'émission puisque près de 25% des chaînes locales continuent de boycotter le programme. Des groupes avaient effectivement coupé la diffusion après que la FCC, l'autorité américaine de régulation, a laissé entendre qu'elle pourrait retirer leur licence aux diffuseurs de l'émission. Et puis du côté de Donald Trump, eh bien, l'hostilité reste intacte. Avant même la diffusion de l'émission, le président américain avait mis un message sur son réseau social Truth Social en disant que Kimmel était un autre bras du Parti démocrate et que ABC diffusait à 99% des conneries positives pour les démocrates, je cite. Il y avait beaucoup d'émotions aussi dans le public du studio puisque on a pu voir notamment des spectateurs qui brandissaient des pancartes en son soutien, notamment une qui disait que la liberté d'expression avait aujourd'hui gagné. Merci Sarah Anderson depuis New York pour Planète Trump. Et on va évidemment rebondir sur ces actualités, mais notamment l'actualité qui a marqué la semaine. Donald Trump s'adresse au monde à l'ONU et il a failli ne pas y arriver à cette grande messe annuelle. Regardez cette image qui a fait le tour du monde. L'escalator qui devait l'amener avec la première dame dans la salle était tout simplement bloqué et ça a permis au président américain de le souligner dans son discours. J'ai réglé cette guerre sans les Nations Unies qui ne sont même pas capables d'avoir un escalator et un prompteur qui fonctionne. Écoutez. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter.
Thank you very much. Des mots qui ont fait réagir, qui ont fait rire aussi, mais le reste de son discours était sur un tout autre ton. C'est Clara Grégoire qui revient sur les grands moments. Son discours aura duré 56 minutes. Dans une allocution décousue, Donald Trump a vanté sans relâche son mandat à la tête des États-Unis. Selon lui, il a offert à son pays l'économie la plus forte et les frontières les plus solides, le tout en mettant fin à plusieurs guerres. En seulement 7 mois, j'ai mis fin à 7 guerres interminables. Il disait qu'elles étaient sans issue, que vous n'arriverez jamais à les résoudre. Certains duraient depuis 31 ans. Après la vantardise, Donald Trump est passé aux attaques. Parmi ses cibles, l'ONU, qui l'accuse de faciliter la migration irrégulière. Mais les critiques ne s'arrêtent pas là. Pour le président, l'organisation ne fait d'ailleurs rien pour la paix. Non seulement l'ONU ne résout pas les problèmes qu'elle devrait, mais trop souvent, elle crée de nouveaux problèmes qu'on doit résoudre. Toujours sur le même ton, Donald Trump s'en est ensuite pris à l'Europe. Pour le républicain, les politiques climatiques et migratoires détruisent le vieux continent. Depuis New York, Trump va jusqu'à évoquer le désastre incontrôlé de l'immigration et dit vouloir mettre en garde les pays européens. Il est temps de mettre fin à l'expérience ratée des frontières ouvertes. Vous devez y mettre fin. Je suis vraiment doué pour ça. Vos pays vont droit en enfer. Sans surprise, son allocution a suscité de vives réactions. De nombreux médias européens pointent un discours choc et violent, émaillé de fausses informations. Un discours qui, finalement, semblait s'adresser davantage aux électeurs de Trump qu'à son auditoire. Avec aussi évidemment un bout de ce discours lié au climat. Il parlait de réchauffement climatique en disant une fois ça monte, une fois ça descend. Il en parle finalement comme une escroquerie verte. On va revenir autant sur le fond que sur la forme de ce discours. Commençons avec vous, Nicolas Beguer, sur la forme du discours. C'était presque un spectacle de stand-up plutôt que d'un discours aux Nations Unies. On rappelle qu'il parle au monde entier quand il monte sur cette tribune. D'abord, on connaît Trump désormais, les effets comiques dans son discours font partie intégrante de sa rhétorique. Il ne se laisse pas déstabiliser par la situation qui aurait pu effectivement... il en joue, certains, là. Oui, certains orateurs auraient peut-être été en très mauvaise posture et stressés par l'absence de téléprompteur. Chez lui, c'est pas un problème, au contraire. C'est plutôt un problème pour nous parce que lorsqu'il n'y a pas de prompteur, il est en roue libre et donc, comme on l'a entendu, le discours de 15 minutes se transforme en discours de 56 minutes. Et en fait, même avec le rétablissement des prompteurs, il va séquencer ce qu'on lui propose à l'écran par des digressions perpétuelles qui vont renforcer par sa rhétorique habituelle des éléments, soit de son, je dirais, de son bilan jusqu'à présent, comme on a pu le voir dans l'extrait. L'idée quand même, c'est toujours de favoriser la polarisation, on l'a vu, et puis aussi, il y a une stratégie très claire de délégitimisation des institutions multilatérales. Ça s'inscrit en fait dans une logique populiste assez classique qui oppose le peuple, en tout cas celui qui incarne la volonté populaire, aux élites mondiales. Et ici, les institutions internationales, les élites mondiales sont directement visées. Et c'est pas pour rien, effectivement, que au sein, je dirais, de cette assemblée, il y a probablement des soutiens de Donald Trump. Il y a probablement, effectivement, des pays qui estiment, ça c'est quelque chose que peut-être moi aussi j'aurais aimé dire. Peut-être même des pays européens. Et peut-être même on sait évidemment qu'en Europe, il y a un certain nombre d'alliés de l'administration MAGA. On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais c'est quand même un discours qui est construit pour une audience plutôt domestique. L'idée, c'est de se positionner idéologiquement et pas tellement d'aller convaincre les niches internationales, comme c'est peut-être le cas chez d'autres orateurs. Ouais, moi, ce qui me surprend toujours quand même, c'est qu'on a peut-être même la personne qui représente le plus l'establishment américain et qui construit son discours sur l'anti-establishment. Et pour ceux que ça intéresse, allez voir l'argent qu'a gagné justement la fondation Trump depuis qu'il est revenu au pouvoir. Ce sera pour une autre discussion. Juste, Stéphane Rosenblatt, les mots de Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères, il a dit que ce discours était affligeant et déroutant. Est-ce qu'on est surpris malgré tout, surtout avec ce qu'a dit Nicolas Beguer, c'est-à-dire le prompteur qui tombe en rade? Est-ce qu'on est surpris de voir un discours pareil de Donald Trump? C'est peut-être une des questions, c'est qu'on est de moins en moins surpris. Or, ce discours, si on l'avait vu il y a quelques années, est un discours en fait c'est
affligeant, je ne sais pas si c'est le mot, parce que c'est un jugement de valeur. Ce sont les mots de Maxime Prévost. Mais c'est littéralement extraordinaire. Je pense que dans l'histoire des Nations Unies, un discours tel que celui-là, qui apparaît effectivement non seulement décousu, ça c'est un mot gentil, mais qui... Et qui va marquer l'histoire aussi, Stéphane, dans je sais un pas bon si, mauvais côté. de nouveau, dans le flou de zone globale, comme on dit, dans lequel on est, dans l'inondation générale d'événements, y compris sur une semaine, finalement, une chose efface l'autre. On verra ce qui va se passer avec le Gaza, l'Ukraine, etc. Donc ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce discours est littéralement extraordinaire. Juste un détail. En fait, c'est un grand pro, mais ça, on l'a déjà dit aussi de la télé. Parce que c'est pas évident, hein, Jim, vous utilisez le prompteur. Ouais. Et vous savez bien que passer du prompteur à l'impro et revenir sur le prompteur, c'est pas quelque chose de facile. Et il l'a fait pendant toute sa campagne. Il maîtrise la télé, et il maîtrise donc le discours, mais au service, effectivement, de son cerveau qui est quand même dérangé. Alors, dans le sens où il y a un problème qu'il a, c'est la hiérarchisation, évidemment, de ses idées. Et là, quand on prend... Et gérer le timing. Hein, voilà, et la gestion du timing. Donc moi, je pense qu'effectivement, ça reste un discours extraordinaire parce qu'on n'avait jamais vu quand même un allié américain attaquer de manière aussi dure, frontale et insultante ses propres alliés. On n'avait jamais vu, je pense, un président américain dresser finalement une vision presque civilisationnelle de la manière dont les États-Unis voyaient non seulement la place de l'immigration ou du réchauffement climatique, c'est une chose, mais la fin de son discours, en fait, où il dit finalement chacun chez soi, c'est la seule manière de se préserver. Chaque pays, finalement, n'a de richesse que parce qu'elle crée sur le plan culturel par elle-même et que les échanges, quelque part, atténuent totalement la richesse du monde. On est quand même au XXIe siècle. Et ça, je pense que c'est une vision qui n'est pas juste une vision opportuniste. Là, c'était vraiment sa vision civilisationnelle telle qu'il la donnait aux Nations Unies, totalement rassemblées. Avec notamment sur l'immigration, il a été loin, hein, en disant les pays européens se dirigent tout droit vers l'enfer, avec aussi, on l'a entendu dans le sujet de Clara Grégoire, les Nations Unies qui financeraient justement cette immigration illégale qui plonge le continent européen dans cette future détresse telle que l'a dit le président américain. Stéphane, en quelques mots, vous parlez de guerre civilisationnelle, mais avec ces mots sur l'immigration, sur le climat, est-ce qu'on n'est pas aussi à nouveau dans cette guerre culturelle qui affectionne tant aussi Donald Trump? Ah ben là, on y est totalement dans la guerre culturelle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, il l'adresse à l'ensemble des nations réunies. Et que c'est une vision qui est une vision uniquement négative. Je veux dire, le président n'a pas dressé la vision que les Américains avaient de leur futur, comment est-ce qu'ils voyaient les 20 ou les 30 années qui viennent. Et c'est là où, effectivement, ce côté totalement décousu, qui est un mélange, finalement, de vantardise sur ses réalisations en politique intérieure, sur les tarifs, sur le fait d'insulter ses prédécesseurs, finalement, comme si les États-Unis étaient nés avec le deuxième mandat de Donald Trump et que tout ce qui précède, en fait, n'apporte rien. Il faut quand même chaque fois ramener ça au fait qu'il s'adresse à un public de nations rassemblées. Et là, effectivement, c'est à nouveau littéralement extraordinaire dans cette manière de présenter un portrait des États-Unis qui ne présente pas comme un pays qui est en conquête, qui est un pays avec une vision de leadership. Il n'y a pas de leadership en fait assumé et on l'a bien vu. Beaucoup d'observateurs ont dit que c'était la fin du leadership américain, mais justement par rapport à ça, Nicolas Begart, qu'est-ce que ça nous dit de la position des États-Unis dans le monde d'aujourd'hui, avec un président Trump qui va parler pendant 56 minutes. Il y a ce mot whining qui est beaucoup revenu du côté américain, c'est-à-dire un peu pleurnicher. Il y a eu de ça, plus des attaques. Comment on en parle? On rappelle que c'est le leader de la première puissance mondiale quand même. Hein. Oui, et qui cherche à se présenter toujours comme le défenseur des vrais intérêts nationaux. Donc il faut comprendre que, là encore, notre grille de lecture est peut-être quelque peu biaisée. Complètement. Oui, il dénonce les élites mondialisées, mais en même temps, il parle à beaucoup de pays à l'échelle globale. Ce qui est important aussi, c'est, au-delà de se poser la question s'il pense ce qu'il dit, parce qu'on peut quand même aussi parfois se poser la question, notamment, alors il y a de l'avantardisme, mais il y a aussi des effets d'annonce à chaque fois. Finalement, peu importe, ce qui compte, c'est l'effet. Et l'effet que ça crée, l'effet de dérégulation, de déstabilisation finalement du récit international. Et ça crée de nouveau ce sentiment dont on a beaucoup parlé ici, cet effet de sidération, et qui permet aussi d'apparaître, qui permet d'apparaître comme imprévisible, mais avec un discours qui le place, lui, comme l'unique marionnettiste, en quelque sorte, à l'échelle mondiale. Et là, je voulais simplement faire un petit rapprochement avec ce qu'on a pu voir hier, c'est-à-dire le discours de notre Premier ministre Bart de Wever, qui était assez, je dirais, opposé à ce qu'on vient de voir chez Donald Trump, qui a dénoncé l'ego
politique, donc la politique des égaux, sans jamais citer Donald Trump, mais je pense qu'il pouvait en tout cas très facilement s'y reconnaître, et avec un plaidoyer pour le libre-échange, un plaidoyer pour l'absence de tarifs douaniers, un plaidoyer pour finalement le retour à une coopération multilatérale. Donc on voit qu'au-delà, je dirais, de cette perte de statut dont on parle à l'instant, donc des États-Unis, qui étaient effectivement jusqu'à présent une sorte de phare, gendarme du monde aussi, gendarme du monde, ouais. Mais également, je dirais, qui dictait la politique internationale. On voit peut-être un vrai multilatéralisme émerger avec d'autres voix qui peuvent opposer une partition différente. Oui, d'ailleurs, Maxime Prévost disait pourquoi pas penser aujourd'hui, alors c'est un petit peu tard, à nouer de nouvelles alliances aussi, même si on sait que nos amis américains resteront a priori quand même toujours nos amis. Nicolas Begart, un mot sur ce qu'on n'a pas vu dans le reportage, lié notamment au climat. Il parle d'arnaque, d'escroquerie verte en utilisant des arguments qu'on peut totalement remettre en question quand on regarde aussi évidemment la littérature scientifique. Mais est-ce que malgré tout, cette partie de discours-là, c'est pas presque un argument de campagne aussi pour tous ces gens qui doutent encore aujourd'hui de la réalité du réchauffement climatique ou du changement climatique? Mais sur le climat, l'argument, il n'est pas scientifique, il est performatif, comme à chaque fois, c'est-à-dire il va remobiliser une audience qui est inquiète, qui a peur pour finalement ce qu'implique la transition énergétique, notamment sur le plan économique. D'ailleurs, même l'immigration, il la présente avec un coût économique et ethnoculturel. Donc, il ne parle pas du tout de l'enjeu humanitaire. Donc, à chaque fois, il y a une dimension extrêmement transactionnelle, encore une fois, et pragmatique derrière ce recadrage, ce changement d'angle pour aborder ces sujets. Et finalement, il parle autant de l'énergie verte et de l'immigration comme un monstre à double queue qui détruit l'Europe. Et là, encore une fois, on peut douter ou pas de sa sincérité. Il le pense peut-être réellement. Il soulève un vrai problème dans nos sociétés, parce qu'on en discute de l'immigration et parfois du manque de clarté sur nos politiques migratoires en Europe. C'est aussi quelque chose qui va résonner directement avec, par exemple, des mouvements qui défendent le même, le même narratif en Europe. On pense bien sûr à Giorgia Meloni, mais on pense aussi à quantité d'autres forces politiques, en France également. Mais donc il va encore mettre en avant une grille de lecture qui n'est pas la nôtre, mais qui, à terme, quand même, comme a essayé de le faire J.D. Vance en février 2025 à Munich, qui va quand même laisser des traces et qui va, en quelque sorte, imposer un cadre d'interprétation qui ensuite va nous forcer, nous, Européens, à développer un argumentaire pour contrer éventuellement ces affirmations fausses ou vraies, mais en tout cas, pour le moment, on n'entend pas de contre-récit du côté des dirigeants européens. Oui, et on se souvient de ce discours, vous avez raison de le rappeler, Nicolas, de J.D. Vance à cette conférence sur la sécurité à Munich, avec des mots très durs, et on parlait notamment d'une alliance réactionnaire avec ce discours qui était aussi, avec des échos dans plusieurs pays, notamment européens, au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs. Stéphane, il nous reste une petite minute. Un mot sur ce que j'ai passé comme image tout à l'heure, l'escalator qui se bloque. Alors on en rigole, ça fait rigoler des gens, mais l'histoire ne s'arrête pas là, Stéphane Rosenblatt. Non, parce que en fait, la soif de vengeance, de rétribution, comme on dit, du point de vue de Donald Trump, il y a toujours de la suite dans les idées. Il y a effectivement une enquête qui a été ordonnée aux Nations Unies de la part du département d'État américain pour trouver les coupables de ce qu'il estime être du sabotage, et il en a remis une couche à plusieurs reprises sur Truth Social depuis ce discours, estimant que c'était une atteinte réellement à la grandeur des États-Unis, et il veut des coupables, il veut des têtes, comme il en veut d'habitude. Et donc, en fait, ce n'est pas juste un incident dont il a souri, effectivement, à la galerie lorsqu'il a pris la parole, mais c'est, au-delà de ça, à nouveau, une des marques. Sa vanité, sa fierté a été blessée par cet incident, qui peut apparaître, même si, à nouveau, l'analyse de l'ONU est de dire... c'est l'équipe américaine qui, comme toujours, lorsque le président se promène, qui est en charge de l'ensemble de la logistique autour du président, qui est responsable de ce qui s'est passé dans les 3 cas. Mais ça, bon, la vérité, Trump est loin de l'assumer. Voilà, c'est intéressant, Stéphane, parce que vous parlez de vengeance, de vanité, de fierté. Ça fait écho à la deuxième partie de cette émission, parce qu'on s'intéressait à tout à fait autre chose. Avant de passer en revue toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis, c'est notre Story US qui arrive dans quelques instants. Regardez ces images. Cérémonie en grande pompe à Phoenix le week-end dernier. Hommage de l'Amérique trumpiste au martyr Charlie Kirk. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées à ce qui ressemblait plus à un meeting entre politique et religion plutôt qu'à un hommage. Clara Grégoire nous explique tout ça dans quelques instants. Planète Trump revient juste après ceci. À tout de suite.
Merci de nous suivre sur LN24. Vous êtes toujours dans votre émission Planète Trump avec le monde entier qui reste scotché aux lèvres du président américain, tellement chaque mot qu'il prononce, chaque action qu'il fait a des conséquences jusqu'à chez nous, jusqu'à chez vous qui nous regardez. Il s'est passé quelque chose le week-end dernier, une cérémonie d'hommage à celui qui est désormais considéré comme un martyr. On parle bien sûr de Charlie Kirk. C'est le moment de la Story US. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées à Phoenix pour une espèce de meeting politique dans lequel le religieux a pris beaucoup de place. Donald Trump, J.D. Vance, la veuve de Charlie Kirk, tour à tour, ils se sont succédés à la tribune pour des prières, des hommages, des appels à voter. Sur scène, la Galaxie MAGA a célébré ce martyr et en a profité pour attaquer ses opposants. Retour en images sur ce grand rassemblement de l'Amérique conservatrice avec Clara Grégoire. Dans la Story US cette semaine, une cérémonie aux airs de rallye trumpiste. Dans un immense stade de football américain, plus de 60 000 personnes se sont réunies dimanche. L'objectif, rendre hommage à Charlie Kirk, l'influenceur conservateur tué le 10 septembre. I've been crying for a week and I never met him and I feel like I lost my brother. Au programme, un code couleur blanc, rouge ou bleu, bien loin du traditionnel noir réservé au deuil. Pendant plus de 5 heures, des figures du gouvernement et de la Galaxie MAGA se sont succédées sur scène, souvent avec des discours mêlant politique et religion. Live worthy of Charlie Kirk's sacrifice and put Christ at the center of your life. Depuis sa mort, Charlie Kirk est vénéré comme un martyr par la droite américaine. Pour continuer à propager son idéologie, sa veuve Erika va reprendre le flambeau à la tête de son organisation de jeunesse. Alors devant la foule, elle promet que le travail deviendra plus grand. I am tremendously honored to be the new CEO of Turning Point USA. Mais le clou du spectacle, c'était sans conteste Donald Trump. Sans surprise, le président a profité du moment pour attaquer ses adversaires et a répété que la violence venait largement de la gauche. Charles James Kirk was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth that was at his heart. Désormais, le camp républicain espère bien capitaliser sur la ferveur Kirk à un an des élections de mi-mandat. La machine électorale est d'ailleurs déjà en marche. Devant le stade, plusieurs bénévoles de Turning Point ont appelé à aller voter. Stéphane Rosenblatt, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces images, ces dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent autour tout d'abord d'un hommage à ce que beaucoup appellent un martyr aux États-Unis, mais qui se transforme finalement en un rallye de campagne. Alors pour ceux qui ont eu le courage de la regarder comme vous par exemple, oui, pendant 5 heures, je pense qu'ils ont, si ce n'est pas déjà le cas, redécouvert la place énorme de la religion. Du conservatisme religieux actif et agressif au sein de la politique américaine. Le conservatisme compassionnel qu'on a connu sous les Bush, etc., est bien loin, à part le discours de l'épouse de Charlie Kirk, avec ce grand moment qui est finalement le seul moment d'émotion réelle où elle pardonne effectivement au tueur de son mari. Tout le reste, c'était la religion, mais vue d'ici, c'est-à-dire la religion armée, la religion guerrière, la religion de conquête, avec évidemment des nuances entre les uns et les autres. Et qui a un poids, pardon Stéphane de vous couper, mais qui a un poids aussi dans les différentes élections. Et qui a un poids dans les élections, qui a une place à nouveau, quand je dis qu'on le découvre, c'est-à-dire que certains l'ont peut-être redécouvert, et ont redécouvert en tout cas l'omniprésence dans l'Amérique de Trump, c'est-à-dire dans les États où Trump effectivement est gagnant, et à l'exception de ce que nous connaissons le mieux finalement sur la côte est, sur la côte ouest, où la religion est omniprésente, et elle l'est depuis la création des États-Unis. Et donc le fait religieux et le conservatisme religieux, l'ultra-conservatisme religieux était au cours de vraiment était le fil rouge de cette réunion. Le deuxième aspect, c'était censé être une réunion d'hommage, des funérailles, c'était un meeting MAGA, c'était pas une sorte de meeting MAGA, c'était un meeting MAGA où les représentants de la Maison Blanche, qui finalement se sont alignés l'un après l'autre, il y avait très peu d'amis extérieurs qui venaient expliquer la vie de Charlie Kirk, son parcours. Non, c'était réellement un meeting de combat qui instrumentalisait du début à la fin, avec des tons différents selon les intervenants, le rôle politique de Charlie Kirk, avec deux aspects. Si on prend, il y a pour moi celui qui
m'a le plus marqué, c'est Stephen Miller, qui est quand même le numéro 2 de la Maison-Blanche et qui a eu un discours... alors, on a fait des comparaisons avec... alors, je sais bien qu'il faut être très prudent là-dedans, mais qui ressemblait quand même assez fort à d'autres discours qu'on a entendus dans les années 30, un vrai discours de propagande avec une espèce de négation totale de l'adversaire démocrate, hein, et presque totalement insultant, en le délégitimant totalement du début à la fin, et transformant finalement la mort de Charlie Kirk en un moment de guerre et de combat qui annonce donc la vengeance et la revanche, avec effectivement les discours de Donald Trump, qui lui a fait du Trump quand même aux Nations Unies, avec ce passage quand même qui est essentiel parce qu'on parlait de compassion, c'est ça où effectivement il a dit le désaccord avec Charlie Kirk, c'est que Charlie Kirk parlait à ses adversaires et finalement les aimait. Bien, moi, je ne les aime pas et je ne leur veux pas du bien. Je déteste mes adversaires. Et ça montre effectivement deux visions qui sont deux visions finalement du même mouvement, qui est le mouvement MAGA qui était présent du début à la fin. Nicolas Begert, comment on analyse ces discours, cet événement aussi, et notamment aussi le vocabulaire des différents intervenants? On a vu notamment ce qu'a dit Pete Hegseth, J.D. Vance, avec souvent, et voire même en permanence, ces références aussi à la Bible et à Jésus-Christ. Alors, donc, il y a tout à fait une intersection entre le mouvement MAGA et l'évangélisme politique, en quelque sorte. Alors, tout ça fonctionne comme une liturgie politique. Donc, on est entre le religieux, on vient de le dire, et le politique, et on a des symboles, on a de la musique, on a des confessions publiques, on a des moments cathartiques, en quelque sorte, avec des larmes, avec effectivement du pardon, et tout ça va réactiver une communauté morale. Et finalement, c'est quelque chose qui faisait défaut à Donald Trump, parce que Donald Trump, il n'avait pas cet élément religieux authentiquement attestable, en quelque sorte. On ne pouvait pas... Ouais, je vous arrête parce que je vais rappeler à ceux qui nous suivent qu'il a été condamné aussi au pénal, qu'il a eu des affaires aussi avec des femmes, avec une actrice porno. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier ces éléments-là quand on vous entend décrire cela. Et quand Donald Trump nous dit « We need more religion », on a besoin de plus de religion de façon un peu en dilettante, comme il le fait souvent, c'est une mobilisation religieuse qui va s'inscrire dans une stratégie, là aussi, de type idéologique, de type métapolitique de la droite américaine, et on la connaît. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de leader conservateur qui pouvait avoir, je dirais, ce sceau, ce label religieux réellement crédible. Or ici, il y a en quelque sorte une délégation de la piété nécessaire, une délégation à qui ? Aux martyrs, à Charlie Kirk. Et Charlie Kirk, en fait, est aujourd'hui cette espèce de saint MAGA qui est la personne de référence qui dit, regardez, si vous avez cette spiritualité que vous désirez en vous, que vous désirez connecter à votre engagement politique, eh bien, quelqu'un est mort pour ça. Ouais, c'est un discours qui évidemment fait mouche et vous pouvez en parler mieux que quiconque, Nicolas. En quelques mots, Stéphane, avant de très montrer rapidement, finalement, celui qui a été a fait le plus de tort à ce que vous venez de présenter, c'est Donald Trump lui-même par la structure de son discours, qui était sans doute le plus incohérent et le moins constant. Celui, par contre, qui à nouveau a été le plus cohérent, c'est toujours le même, c'est J.D. Vance, le vice-président, voilà, qui lui a élaboré, a construit son discours sur la place du Christ et de la religion, où il a assumé que la mort de Charlie Kirk le fait finalement assumer et redécouvrir l'importance que doit avoir le Christ, entre guillemets, pour lui dans son action politique, et qu'il compte bien dans l'avenir en faire finalement son arme de combat dans son futur politique. Et il a fait en même temps en décrivant finalement les différents éléments du MAGA, mais avec une cohérence et une cohésion que Donald Trump a été incapable de trouver durant cette soirée. Vous voulez réagir, sur J.D. Vance, il a d'ailleurs repris l'émission de Charlie Kirk, donc, tout simplement. parce que Charlie Kirk était un très proche de J.D. Vance, et il est effectivement assez efficace dans cette transformation du politique en sacré. Et nous, on ne le comprend pas en tant qu'Européens, parce qu'il y a cette différence. Mais j'allais vous demander, parce que par rapport à ces différences entre Européens et Américains, certains parlent aujourd'hui de kirkisation de la politique, et notamment la politique européenne. Comment vous expliquez la résonance de la mort de... Pardon, je ne vais pas manquer de respect à Charlie Kirk, mais de cet idéologue presque youtubeur américain jusqu'à la Belgique, la France et une grande partie des pays européens? Alors, on est on l'a vu d'ailleurs avec toute une série de phénomènes, notamment l'humour, les mèmes politiques et tout ce qui se rattache à ce qu'on a appelé l'alt-right, donc la droite alternative, ultra-conservatrice ou l'extrême droite révolutionnaire. Oui, mais hors les murs, c'est-à-dire non organisé. C'est un petit peu le pendant d'extrême droite du mouvement Antifa, en quelque sorte.
Mais donc, ce martyr de Charlie Kirk, il va très rapidement s'internationaliser. Donc, il est aujourd'hui présent dans d'autres pays. C'est-à-dire, on y fait directement référence, sans évidemment tout le bagage religieux, évangélique américain tel qu'on le connaît. Mais l'alt-right, ou ce mouvement MAGA, il est aujourd'hui sans frontières. Il y a un travail d'internationalisation, et c'est pas pour rien qu'un Donald Trump à la tribune de l'ONU va donner des leçons, notamment en matière d'immigration, en matière de politique climatique, parce qu'il sait très bien que cette influence, ce soft power américain dont on parlait depuis la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui s'est transformé, il a muté en soft power MAGA, et il cherche aussi à imposer à la fois son agenda, mais également ses martyrs. Oui, à nouveau, le côté très opportuniste aussi de Donald Trump et de sa politique. Nicolas Beguer, je reste encore un petit peu avec vous parce que j'ai une image à vous montrer, une image qui aussi fait le tour du monde et des réseaux sociaux. La voici, regardez. Elon Musk qui s'installe. D'ailleurs, il y a des médias qui ont payé des gens pour lire sur les lèvres. On ne va pas faire confiance à ça, nous, ce soir. Mais Nicolas, côte à côte, Donald Trump, Elon Musk, quelques semaines ou même petits mois après leur clash, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette image? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Mais c'est un miracle. C'est un miracle, le premier miracle de Saint Charlie Kirk. Donc, il y a d'ailleurs une capture d'un tweet donc, sur X de Charlie Kirk où il souhaitait, il y a encore quelques mois, que ces deux-là se réconcilient très rapidement, parce que c'était très dommageable pour l'ensemble du camp conservateur. Et donc, finalement, c'est un premier miracle, en quelque sorte, que l'on peut attribuer à cette... en tout cas à ce nouveau culte qui est en train de s'établir aux États-Unis. Je pense qu'il y avait un intérêt, en tout cas Elon Musk, peut-être encore une fois, c'est pas la première fois, rentrer dans le rang. Je ne sais pas non plus ce qui s'est réellement dit, mais en tout cas, Elon Musk s'est empressé lui-même de diffuser cette image, la Maison Blanche aussi, d'ailleurs. La Maison Blanche. Donc, il faut prendre acte qu'on est dans une trêve. Moi, je parlerai pas de paix. On est dans une trêve et qui fait aussi référence au climat justement quasi mystique autour de Charlie Kirk aujourd'hui, où il est plutôt mal vu d'avoir des leaders de cette trempe rester dans une forme d'inimitié les uns envers les autres. Ouais, et puis la transition est toute faite, parce qu'on a parlé de Charlie Kirk, on va parler tout d'abord du grand retour aussi d'un certain Jimmy Kimmel aux États-Unis, mais aussi de cette chasse aux sorcières du président américain, ou encore de la sortie d'un livre. Oui, Kamala Harris a sorti un livre cette semaine. Oui, il y a déjà des yeux qui se lèvent au ciel du côté de Nicolas Beguer. Tout ça, retrouvé dans notre WhatsApp américain, notre grand zapping de la semaine. Ce sera d'ici une poignée de secondes dans Planète Trump. À tout de suite. Dernière partie de Planète Trump et on termine en beauté, comme chaque semaine, avec notre WhatsApp américain. Ouais, sûrement le meilleur jingle de l'histoire d'LN24 aussi. Notre WhatsApp américain, ce sont donc toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. On démarre par la plus grosse info. Regardez ces images. Le grand retour de Jimmy Kimmel. Le célèbre animateur s'était fait dégager à la suite de ses mots contre Charlie Kirk. Pour rappel, il avait dit en quelque sorte que le clan MAGA surfait sur la mort de Charlie Kirk. Il y a ensuite eu une pression citoyenne, notamment sur Disney, pour demander sa réintégration. Donald Trump avait d'abord dit qu'il n'avait rien à voir là-dedans, mais regardez son post. Je n'arrive pas à croire que la chaîne de fake news ABC ait rendu son job à Jimmy Kimmel. Bref, il n'avait pas l'air très content. Et regardez maintenant le grand retour de Jimmy Kimmel. And now, Jimmy Kimmel. The President of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke. He was... Ouais, ça a duré comme ça un bon petit quart d'heure, il me semble, son retour. Et puis, Nicolas, vous avez raison de me le dire, il avait aussi dit, d'une certaine manière, que le tueur de Charlie Kirk était un MAGA, là où, évidemment, on manquait encore d'informations à cette époque-là. Et puis, on a vu toutes les informations qui ont émergé sur le tueur. Nicolas Beguer, ça vous a surpris, ce retour de Jimmy Kimmel? Beaucoup l'avaient enterré la semaine dernière?
Ouais, d'un point de vue en tout cas purement économique, oui, c'est surprenant. Et d'ailleurs, je pense que l'histoire n'est pas terminée, pas tout à fait terminée. Il y a certes une réhabilitation, mais il y a quand même encore quelques questions. Une suspension de 6 jours, très bien. Est-ce que c'est une sorte de punition? Est-ce qu'il y a une volonté d'intimider, de faire peur? Est-ce qu'on est vraiment dans cette nouvelle cancel culture, mais côté MAGA, de droite, avec, comme on le disait la semaine dernière, une instrumentalisation des instances régulatrices, avec l'équivalent du CSA, donc qui agit dans les coulisses pour cancel, pour éliminer des anti-Trump. Il y a aussi quand même un autre élément, c'est que c'est l'ensemble, je dirais, de cet écosystème des late night américains qui est quelque peu dans la tourmente. On a déjà appris le départ prochain de Stephen Colbert. On va rappeler à ceux qui nous suivent, malgré ce qu'on pourrait croire, les audiences des late shows américains, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Même si les États-Unis, c'est gigantesque. Hein, en fait, il y a eu un sondage effectué par l'Institut Nielsen, qui est généralement plus proche de Fox. Il faut quand même le dire à nos téléspectateurs. Mais on a des audiences en chute libre. Donc on a Jimmy Kimmel qui a perdu 72% de son audience des 18-49 ans sur la dernière décennie. Donc c'est quand même considérable, avec un déclin aussi très important pour toutes les émissions de late night, jusqu'à 80% depuis 2015. Donc ce modèle s'essouffle en quelque sorte. Et surtout, il y a des revenus publicitaires qui sont en effondrement. Donc on a une chute de presque 500 millions de dollars donc depuis 2018. Et donc avec cette perte de revenus publicitaires, les diffuseurs, donc les chaînes qui diffusent cette émission, se posent des questions. Donc au-delà, je dirais, de la dimension purement politique, il y a aussi ce modèle du late night show qui nous paraît parfaitement américain et qu'on a essayé de répliquer en Europe à plusieurs reprises, mais qui fait partie de la culture aussi. C'est l'infotainment à l'américaine, mais qui a quelque peu du plomb dans l'aile. Ouais, même si l'ensemble de la télé aussi a du plomb dans l'aile. Stéphane, vraiment en 15 secondes, parce que j'aimerais vous entendre sur James Comey, parce que c'est très important. Dites-nous, Stéphane, par rapport à Jimmy Kimmel. Non, Disney, c'est très particulier. Et le patron de Disney, Bob Iger, est un homme particulier, qui est plutôt un progressiste, démocrate, et qui en fait entre deux feux, entre le feu de la sauvegarde de son entreprise, qui connaît de grosses difficultés. Jamais oublié que c'est un des plus gros studios d'Hollywood, puisque c'est Disney, ABC derrière, et puis Disney+, etc. Et donc, et les pressions économiques d'un côté, et en même temps le maintien de sa propre image. Et la pression des studios d'Hollywood sur Disney et de l'ensemble du monde d'Hollywood et de l'élite d'Hollywood a eu certainement un impact sur lui. Et il a fait le choix, cette fois-ci, plutôt de choisir les élites d'Hollywood plutôt que les risques économiques. Sachant, et je termine là-dessus, que les groupements de télévision locales qui sont concernés par les fusions-acquisitions en cours dans le domaine des médias aux États-Unis, de peur à nouveau de relancer la guerre ouverte avec Trump, ne relayent pas en fait Kimmel. C'est-à-dire qu'il y a 30% du territoire américain, de ces stations locales, qui à ce jour n'ont pas repris le late show de Jimmy Kimmel. Donc comme le dit Nicolas, c'est une affaire qui est en cours. Et l'épisode, non, c'est absolument pas. Ouais, vous avez raison de le rappeler. Et puis c'est passé autre chose aussi aux États-Unis, en parlant de pression sur ceux qui n'aiment pas. Est-ce que vous connaissez l'homme qui va apparaître? Il s'appelle James Comey. Il est l'ancien directeur du FBI et surtout l'une des bêtes noires du président américain. Le voilà. Il a été inculpé hier pour entrave à la justice, une décision saluée par Donald Trump, puisqu'il y a quelques jours, le président américain avait appelé à poursuivre plusieurs de ses adversaires politiques. Regardez ce qu'il a posté. Justice en Amérique, en majuscule, décrivant l'ancien chef de la police fédérale américaine comme l'un des pires êtres humains que ce pays ait connu et comme une personne malade. Dans une courte vidéo publiée sur Instagram, James Comey lui-même a réagi. Écoutez. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. But we couldn't imagine ourselves living any other way. We will not live on our knees, and you shouldn't either. My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. Stéphane, les promesses de vengeance de Donald Trump commencent à se concrétiser. On rappelle qu'il avait dû à l'époque témoigner au Congrès dans les affaires de collusion entre la Russie et Donald Trump. Et moi, je crois que c'est un fait de première importance qui est en train de passer. Parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'un des opposants notoires à Donald Trump est inculpé. Et en un mot, l'histoire, c'est qu'en fait, le procureur de Virginie, qui est un républicain, un conservateur, avait estimé ne pas avoir assez d'éléments pour inculper James Comey. Donald Trump a exigé, au travers d'un Truth Social qui n'aurait sans doute pas dû être publié, de Pam Bondi, sa ministre de la Justice, qu'il fallait absolument l'inculper.
Pam Bondi vire à ce moment-là le procureur en question et le remplace par un avocat personnel de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui n'a aucune expérience en droit pénal et qui, à 2 jours de la prescription des faits qui date d'il y a plus de 5 ans, inculpe effectivement James Comey. Donc c'est un exemple en fait d'intrusion spectaculaire de la Maison-Blanche dans le cours de la justice. Et si on doit bien prendre un exemple ici de fin probable de l'indépendance de la justice, on le trouve ici. Alors il y aura un procès, rien ne dit que Comey sera condamné, mais en l'occurrence ici, Trump voulait poursuivre Comey, il a exigé contre la justice que Comey soit inculpé, eh bien il est inculpé, et là Trump prouve qu'effectivement la fragilité à nouveau des contre-pouvoirs aujourd'hui aux États-Unis. À ce point-là, c'est très important. Et puis pour terminer, il a fallu choisir pour la dernière actu. J'aurais pu vous parler de la sortie de Donald Trump sur le paracétamol et les femmes enceintes. J'aurais pu aussi vous parler de ces 100% de droits de douane que le président américain a mis ce matin sur les médicaments, ce qui est une vraie catastrophe, rappelons-le, pour notre secteur pharmaceutique en Belgique. Mais j'ai envie de vous parler de ça, le livre de Kamala Harris. Non, ça honnêtement, je pense que ça intéresse personne. Parlons plutôt de ceci. À la Maison-Blanche, qui, on le rappelle, accueille Donald Trump. Ce n'est pas sa maison, il en est le locataire. Eh bien, regardez, dans la galerie de portraits des anciens présidents, celui de Joe Biden a été remplacé par une photographie de machine à signer, ce qu'on appelle un autopen, en référence évidemment à ce dispositif qui permet de signer mécaniquement des documents. Et on se rappelle que les Républicains avaient affirmé que Joe Biden avait fait un usage abusif pour cacher son déclin. Merci à tous les deux pour à nouveau cette émission passionnante, Nicolas Beigert et Stéphane Rosenblatt. Merci à Richard de Wulf et à toutes les équipes techniques de LN24. Merci à vous d'être au rendez-vous chaque vendredi sur LN24 sur le coup des 22h. Je vous retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit pour Planète Trump. Je vous retrouve aussi lundi pour Le Monde ou Rien avec Nicolas Pipin à 22h. Et puis, toute petite annonce, je lance mon podcast à partir de ce dimanche. Ça va, voilà, avec mon grand plan. Ça s'appelle Quel Monde et ça sera chaque semaine un grand entretien sur un sujet qui bouscule le monde. Ce dimanche, je reçois Jérémy Gallon, qui est un ancien diplomate. On parlera de l'Union européenne, de la guerre en Ukraine, de la situation dans la bande de Gaza et puis évidemment de Donald Trump. Quel Monde, c'est ce dimanche 18h sur YouTube. Vous pouvez déjà nous suivre aussi sur notre page Instagram, TikTok, Facebook et X. Excellent week-end à vous et à lundi.